Bon, Thomas, c'est bon. J'ai demandé à l'IA, et franchement, elle m'a répondu, pour une bonne dev expérience, il nous faut 3 choses. Donc, une CI/CD fluide, bah, check, hein. Du self-service, recheck, et une IDP. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une Internal Developer Platform, bah, re-recheck. Qu'est-ce qu'on met dedans? J'en sais rien, mais franchement, c'est pas grave, on l'a déjà. Je pense que là, je t'ai même généré un super slide pour notre présentation. On a tout ce qu'il faut, non? Vous en pensez quoi? C'est ça la DevEx, non? Bah écoute, Julien, ça me paraît quand même être un petit peu réducteur, non? Parce que s'il n'y avait que ça, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 44 minutes à combler. Donc, t'es sûr qu'il n'y a pas autre chose qu'on doit creuser? Ok, en effet. Pour nous non plus, c'est pas que ça. Je m'appelle Julien Rouanet, je suis Head of Developer Experience pour le groupe ADO. Et auparavant, j'ai un passé de software architect, responsable de Digital Factory, ou encore leader de guilde. Eh ben moi, c'est Thomas. Et du coup, comme ce matin, je suis toujours développeur advocate. J'ai pas changé de poste cet après-midi. Et je travaille avec Julien. Et donc, ma mission, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est d'aider à améliorer l'expérience de développeur chez ADO. Donc, le groupe ADO, en quelques chiffres, hein, vous nous connaissez beaucoup sur les marques françaises. Donc, Leroy Merlin, Saint-Maclou, Weldom, Bricoman, Cabane. Il faut savoir que le groupe ADO, c'est le 3e groupe mondial pour tout ce qui est enseigne de bricolage, ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est environ 1300 magasins, donc répartis à travers pas mal de pays, comme vous le voyez, et 7 marketplaces digitales. Bon, et du coup, maintenant, on va vous raconter une petite histoire. On va commencer par le début. C'est-à-dire que chez ADO, quand on a voulu commencer à faire de l'expérience, de l'améliorer l'expérience développeur, on a posé une question toute bête. Mais il y a combien de développeurs chez ADO? Entre 1000 et 5000. C'est une sacrée fourchette. Puis après, on s'est dit, mais c'est quoi l'écosystème aussi d'un développeur chez ADO? On ne sait pas trop, mais on sait qu'il est énorme et qu'il y a beaucoup d'outils. Ça fait encore un problème en plus à devoir gérer. Puis après, on a été voir les équipes qui créaient des produits pour nos développeurs et on leur a dit mais comment vous faites pour recueillir du feedback? Vous avez du feedback régulièrement pour améliorer les workflows de développeurs? Puis non, pourquoi vous voudriez qu'on ait du feedback? Ça sert à rien les feedbacks. Bon, on s'est dit que on ne pouvait pas rien faire avec Julien et il fallait qu'on fasse quelque chose. Et que malgré tout ça, il y avait de l'espoir. Donc on s'est dit, première étape, il faut qu'on puisse connaître notre écosystème technique chez ADO auprès des développeurs, donc il faut qu'on arrive à le référencer. Il faut aussi qu'on puisse aider les nouveaux arrivants, puisqu'on s'est rendu compte qu'en faisant ça, il y avait un très gros écosystème chez ADO Technique et qu'il fallait pouvoir onboarder les nouveaux arrivants, il ne fallait pas qu'ils soient perdus. Et surtout, le plus important, collecter du feedback pour avoir une boucle itérative d'amélioration continue. Donc par rapport à ça, un nouvel espoir est apparu. Et donc, on a décidé de créer une solution made qu'on a appelée le DevHub, qui va nous servir d'un point d'entrée unique auprès de notre population digitale pour recueillir du feedback, mais aussi pour partager de la connaissance. Et Julien, je te repasse la parole pour le plan. Merci. Donc en effet, quand on parle de Dev Experience, pour démarrer, il y a 3 ans de ça, on s'est dit déjà quelles activités on veut aller mettre là-dedans. Pour ça, il nous fallait un plan. Donc ce plan, on l'a construit, comme vous le voyez, sur plusieurs années, et en parallèle de la construction d'une maison. On va commencer par avoir des fondations solides, et chaque année, on va aller rajouter un étage à la maison. Ça permet d'avoir quelque chose de robuste, mais aussi qui puisse s'adapter dans le temps, parce que les activités qu'on a mises il y a 3 ans, ce n'est pas tout à fait celles qu'on a pu faire finalement au fur et à mesure, et c'est normal. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter cet après-midi, c'est l'ensemble des activités qui couvrent maintenant, depuis 3 ans, nos activités de Dev Experience. Alors commençons par les fondations. Les fondations, finalement, qu'est-ce qu'on veut y mettre? Qui sont les développeurs? Où est-ce qu'ils travaillent? Sur quoi? Et avec quels outils? On veut déjà répondre à ces questions-là. La première question, c'est donc qui sont les développeurs? Pour ça, Thomas vous le disait, on avait un chiffre très large, entre 1000 et 5000. Okay, donc finalement, c'est quoi la source de vérité la plus intéressante pour savoir ça? Il n'y en a qu'une. Est-ce que quelqu'un la trouve? GitHub. GitHub. Si on regarde dans GitHub, et en particulier si on analyse les commits Git, on va pouvoir, en regardant un petit script qu'on a pu créer, qui analyse les commits et en particulier les extensions de fichiers, le modèle il est très simple. Si quelqu'un commit régulièrement des fichiers .java, il y a de bonnes chances que ce soit un développeur Java.
Grâce à ça, on a donc pu détecter que nous avions environ 2300 développeurs à travers le groupe, répartis, comme vous le voyez là, sur différents langages de programmation. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce reporting, maintenant, il est automatisé. Donc on va pouvoir, grâce à ça, pouvoir suivre l'évolution finalement de chaque communauté et l'évolution des langages. On voit que ça va nous servir aussi, vous le verrez par la suite, à gérer des canaux de communication et à gérer de la tech gouvernance. Donc deuxième point, savoir sur quel stack technique travaillent nos développeurs. Pour ça, chez ADO, comme beaucoup d'autres boîtes, on a un tech radar. Dans ce tech radar, on a environ 700 technologies qui sont référencées, avec un système simple. Les statuts, donc là, ça ne représente qu'une partie. Il n'y a bien sûr pas 700 points sur ce diapo. Vous avez donc dessus, finalement, des statuts en adopte, les technologies qui sont recommandées dans le groupe, et en hold, par exemple, les technologies sur lesquelles on ne veut plus investir. Et ça, on va le faire pour les 1600 produits digitaux et donc applications qu'on a dans le groupe ADO. Donc ce qui devient par contre très intéressant, c'est que ce tech radar, il est automatisé. On va aller récupérer de la stat sur les 1600 produits de manière hebdomadaire pour aller scanner 3 sources de données en particulier. La première sont les données FinOps. Dans ces données-là, on va aller récupérer finalement quels sont les usages du tooling. Par exemple, quel produit utilise tel service GCP, ou encore la partie GitHub, la partie SonarCube, ainsi de suite. La deuxième source de données, ce sont les repos GitHub eux-mêmes, dans lesquels vous retrouvez bien sûr les langages de programmation. Et donc vous pouvez facilement savoir que tel produit travaille en Java et avec une partie TypeScript, par exemple. Et enfin, la troisième, c'est peut-être la plus nouvelle, c'est ce qu'on appelle les SBOM files. Donc, SBOM pour Software of Billing Material. Dedans, vous allez retrouver toutes les dépendances de vos produits. Ces dépendances, c'est quoi concrètement? C'est est-ce que mon application va tirer du Spring Boot? Est-ce qu'elle va tirer du Vue? Est-ce qu'elle va tirer une librairie Lombok, par exemple? Ou encore même, est-ce que je vais tirer tel GitHub Action en particulier? Voire même, pourquoi pas, si vous avez des librairies custom au sein de votre entreprise, est-ce que cette librairie que vous avez créée, par qui elle est vraiment utilisée? Et le mieux, c'est que c'est versionné. Donc vous avez, en plus de ça, quelle version est utilisée par chaque application. Grâce à ça, on fournit aux équipes un petit dashboard assez simple qui permet à chaque équipe produit de savoir qu'est-ce que l'automate a détecté, et ils peuvent le modifier à la main s'il y a des faux positifs, ce qui peut des fois arriver sur certains cas un peu atypiques. Dernière partie de nos fondations, c'est donc connaître les outils. Pour ça, la question elle est assez simple finalement à traiter. On était voir une dizaine de développeurs, peut-être un peu plus, et on leur a posé la question, quels sont les outils que vous utilisez dans votre quotidien? Très bien. On va récupérer un certain nombre d'outils. Quels sont ceux que vous utilisez aussi maintenant de manière plus occasionnelle? Et on les a catégorisés. CI, CD, front-end, les outils qui sont liés à l'Ops, mais aussi des outils collaboratifs. Pourquoi? Parce que c'est aussi important, finalement, des outils qui vont me permettre de gérer du Jira, du ServiceNow pour le ticketing, ainsi de suite. Grâce à ça, on a donc accès à une map de l'ensemble des outils du groupe, qui est super utile pour des personnes qui vont arriver dans l'entreprise. Comme on peut l'imaginer, dès qu'on arrive, savoir quels sont les outils disponibles, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, c'est que cette map, elle est aussi très utile et très regardée par les personnes qui étaient déjà là, qui n'avaient pas forcément la vision complète de tout l'outillage qui était fourni dans le groupe directement. Alors bien sûr, hop, je finirai là-dessus. Bien sûr, la difficulté, c'est on a créé une map, c'est bien, mais c'est quoi le point d'entrée pour la trouver? C'est là que le DevHub est intervenu au départ. On a voulu donc créer ce DevHub pour créer un point d'entrée unique sur l'écosystème ADO pour permettre de le comprendre et de pouvoir monter en compétence sur l'ensemble des outils. Merci Thomas. On a donc nos fondations qui sont faites, très bien, le socle est présent. On attaque la deuxième année donc au bout de quelques mois. Et on se dit, la deuxième partie, forcément, c'est de créer des moyens de communiquer avec les développeurs. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est forcément déjà d'aller sur le terrain. Ça paraît tout bête, la façon la plus simple de communiquer avec les devs, c'est d'aller les voir sur le terrain, d'essayer d'aller discuter avec certains tech leads, de comprendre un peu ce qu'ils font et les problématiques qu'ils peuvent avoir. Mais comme vous l'imaginez, quand on a plus de 2000 développeurs, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver des solutions qui passent à l'échelle.
Pour ça, on a besoin de retravailler des canaux de communication dédiés. Je vous en présente deux qu'on a pu créer. La première, c'est ce qu'on appelle la Tech News. La Tech News, c'est une newsletter hebdomadaire qui est poussée à tous les développeurs et qui inclut finalement toutes les informations utiles sur les modifications produits, sur des impacts qu'ils pourraient avoir en production de leur côté, ou encore sur les events à venir. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle chez nous des Tech Bubbles, qu'on fait tous les mois, qui vont permettre clairement des événements pour partager de l'expertise entre ingénieurs. C'est ouvert à tout le monde peut proposer un sujet, c'est l'occasion déjà de travailler finalement cette montée en compétences collective. Alors bien sûr, avoir des canaux de communication transverses, globaux, c'est bien, mais on a aussi eu besoin de canaux plus spécialisés. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on vous parlait donc des comptes GitHub qu'on a pu analyser pour détecter les communautés tech. On a été créé de manière automatique des canaux de communication pour tous les ingénieurs qui travaillent sur Java, pour ceux qui travaillent sur TypeScript, sur Python, sur Vue. Là-dessus, c'est que ces canaux sont entièrement automatiques, c'est-à-dire que les personnes qui sont détectées sont rajoutées à la volée. Donc, tous les trimestres, on essaie de mettre à jour toute cette partie-là. Ça nous permet, pareil, de pouvoir travailler finalement sur ces communautés de manière plus, je dirais, dans une logique d'amélioration continue. Enfin, et ça c'est peut-être un des derniers chantiers sur lesquels on essaie de travailler, c'est que ces différentes communautés, on veut les faire travailler sur une logique d'inner source. Donc c'est comment essayer qu'une communauté comme la communauté Python puisse s'approprier du code transverse, typiquement des starter kits, pour dire ok, toute nouveauté sur FastAPI, donc tout nouveau projet qui démarre sur FastAPI est démarré sur le même starter kit qui est géré par la communauté. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pas mal pour des communautés à taille moyenne. Taille moyenne chez nous, c'est jusque 100 à 200 personnes. Sur des communautés de taille plus large, comme les communautés Java ou TypeScript, on cherche encore le bon modèle pour essayer finalement de pouvoir mutualiser tous ensemble ces efforts-là. Et maintenant, je vais laisser Thomas vous parler d'un des sujets qui est important pour nous, à la partie onboarding. Oui, merci Julien. Parce qu'effectivement, maintenant c'est cool, on sait qu'on n'a plus 5000 développeurs, mais plutôt 2300. On sait qu'on a plein de choses, mais quand un nouvel arrivant arrive chez ADO, vous avez pu constater, on a quand même pas mal de choses à découvrir. Et donc, comment on veut faire ça? Donc chez ADO, nous on a décidé que sur un onboarding, il y avait 4 grandes thématiques qu'on voulait couvrir. Tout d'abord, la stratégie technique et data de l'entreprise. Ça paraît bête, mais c'est important, il faut l'avoir dans l'onboarding. Les différents produits et outils que le développeur va utiliser dans son quotidien, les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, ça peut être de code, d'observabilité, de plein d'autres choses qui seront utiles pour un développeur. Et aussi, ça paraît bête comme ça, mais comment retrouver facilement de l'aide ou pouvoir poser les bonnes questions au bon endroit si j'ai besoin d'un coup de main. Donc par rapport à tout ça, on en a défini un onboarding journey. Donc nous, chez ADO, on a un système d'annuaire qui nous permet de connaître les employés et de détecter les comptes qui ont été fraîchement créés. Donc on se base dessus. Par rapport à ça, dans notre DevHub, l'outil qu'on a créé, on va donc pouvoir être capable de proposer un pré-onboarding basé sur son job. Donc si on a détecté que c'était un développeur front-end, on va lui proposer un onboarding de développeur front-end, par exemple. Suite à ça, toujours dans notre annuaire, on est capable d'avoir ce qu'on nous appelé le welcomer, qui est souvent le manager de la personne, pour lui indiquer on sait que Régis, il va arriver la semaine prochaine dans ton équipe. On a créé un onboarding sur notre plateforme. Si tu veux venir le personnaliser pour pouvoir ajouter des informations utiles de ton équipe ou d'autres choses qui ne seraient pas couvertes par le template, n'hésite pas à aller le faire. Ensuite, Régis, il nous rejoint, il arrive au premier jour, il est content, il a accès à son compte, il ouvre sa boîte mail, et puis là, Régis, il a déjà reçu un nouveau mail pour lui dire « Salut, il y a un onboarding qui t'attend, et on t'invite à aller le suivre sur notre plateforme qui est le DevHub ». Ça lui permet de pouvoir suivre cet onboarding en toute autonomie, et bien évidemment, par rapport à ça, même si notre plateforme permet un onboarding en autonomie, il faut quand même du follow-up entre le welcomer et le nouvel arrivant. Donc il faut quand même qu'il y ait des échanges et des communications. Et bien évidemment, toujours dans notre logique d'amélioration continue, on récupère des feedbacks sur ces onboardings. Donc en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Quand on vous disait tout à l'heure que pour un développeur, il y a quand même un écosystème très large chez ADO, on ne vous a pas menti. On a plus de 100 outils qui existent dans l'écosystème, dans notre population développeur au sens large. Et donc tout ça va être référencé dans ce template d'onboarding.
Et globalement, en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois, on a 10 employés en moyenne par semaine qui passent sur notre parcours d'onboarding. Et donc là, c'est au moment où on rentre dans la démo et on espère que tout va bien se passer. Donc pour vous montrer un peu à quoi ressemble notre plateforme, donc là on est sur la page d'accueil, donc on a un beau petit chat tout mignon avec un téléphone. Donc on a mis en avant par exemple différents contenus. Julien vous parlait aussi des communautés. Donc les communautés, on les retrouve ici en avant. Donc moi, comme je suis un développeur plutôt TypeScript, je me suis abonné à la communauté TypeScript ou Docker. On a aussi la partie qui nous permet de recueillir du feedback, on en parlera plus tard. Et bien évidemment, cette plateforme, elle a usage des développeurs, donc elle est collaborative. Si vous vous rappelez, on a parlé qu'on avait besoin de quelque chose qui nous permette de partager de la connaissance. Donc n'importe qui peut suggérer un nouveau contenu. Mais ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On va plutôt aller voir notre Product Overview. Donc vous voyez bien que la slide, elle n'a pas menti, ça a vraiment été développé, on a vraiment une map. Donc si par exemple, moi ça m'intéresse au niveau de cette, en tant que développeur chez ADO, de connaître les différents outils, si je veux aller voir par exemple la partie organisation et collaboration, je peux voir que j'ai ServiceNow qui existe dans l'écosystème, qu'on utilise Slack, qu'on a Confluence pour de la documentation et plein d'autres choses. Mais on va aller voir un truc plus intéressant, et puis qui me tient à cœur, on va aller voir Kobe, parce que le micro-front-end, c'est génial. Et donc le micro-front-end, c'est quelque chose qu'on a développé chez ADO avec notre solution Homemade, mais qui est quand même assez complexe à prendre en main. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un onboarding sur nos produits. Donc si je veux avoir plus d'informations sur le produit qu'est Kobe, donc j'ai une description qui va m'expliquer à quoi sert le produit. J'ai un contenu d'onboarding, donc ici c'est une vidéo, mais ça pourrait être aussi d'autres types de médias qui va m'expliquer comment fonctionne Kobe et le micro-front-end chez ADO. J'ai la possibilité d'arriver directement sur l'outil, j'ai d'autres liens utiles comme accéder à la documentation, demander de l'aide. On a un lien Tangram parce que c'est notre référentiel de produits digitaux. Mais on peut avoir différents types de contenus d'onboarding, c'est-à-dire que je peux avoir, quand j'arrive chez ADO en tant que nouvel arrivant, c'est bien que je connaisse Kobe, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le micro-front-end chez ADO, parce que je vais en entendre parler, mais je ne vais peut-être pas travailler tout de suite dessus. Donc on a une catégorie de contenu d'onboarding qu'on va appeler Perfect My Skills, où là, si à un moment donné, je dois vraiment travailler au quotidien sur Kobe, je vais pouvoir aller suivre un contenu d'onboarding, donc ici qui est une playlist avec différents types de contenus que je vais pouvoir suivre de façon chronologique pour pouvoir m'onboarder sur le produit en lui-même. Et l'autre partie intéressante avec les bonnes pratiques, c'est qu'on a fait la même chose avec les guidelines. Donc si par exemple je veux savoir comment on fait du design d'API côté chez ADO, j'ai aussi des contenus qui sont disponibles, donc notre ADO API RefCard, les principes REST et plein d'autres choses intéressantes à aller regarder pour n'importe quel développeur. Maintenant, on va plutôt regarder comment se passe un parcours d'onboarding. Donc vous voyez ici, on a le parcours d'onboarding. Comme je vous disais, on est capable de scanner automatiquement. Donc là, vous voyez le petit robot, donc Nono le petit robot. C'est parce que c'est grâce à notre scan au niveau de l'annuaire qu'on a pu proposer un onboarding. Donc là, je suis un peu loin, mais je vais ouvrir celui-ci. Je ne vois pas le nom de la personne. Et dedans, voici comment va se passer un onboarding. Donc on a un taux de complétion, on a le temps que ça prend approximativement pour pouvoir remplir l'onboarding. On a des prérequis qu'on rappelle au niveau de l'onboardé. Donc bien évidemment, il faut qu'il ait un compte chez nous dans notre annuaire d'entreprise, il faut qu'il puisse accéder à ses produits digitaux, il faut qu'il puisse accéder à Jira. Et on a essayé de catégoriser l'onboarding sur plusieurs sujets. Donc là, le premier jour où j'arrive, ce qui était important pour nous, c'était d'expliquer ce qui est déjà la plateforme d'onboarding, par exemple, mais aussi le fonctionnement technologique et digital d'ADO, comment rejoindre l'organisation GitHub, comment accéder à Slack, comment avoir accès au VPN, bref, toutes les choses qu'on fait généralement le premier jour quand on rentre dans une entreprise. Bien sûr, tout en n'oubliant pas de se rappeler, comme on avait dit, il y a toujours une relation avec le welcomer, de dire à la fin de la première journée, c'est bien d'échanger pour savoir ce qui a été ou pas été, donc on le rappelle. Et par exemple, si je vais sur un autre jour, donc là, sur cet onboarding, il y en a des informations sur Playwright. Si on va sur le troisième jour, c'est encore du Playwright, c'est sûrement un profil qualité au niveau de la partie développeur. Et après, sur la première semaine, on va lui pousser des contenus peut-être un peu plus génériques qui va poursuivre en fin de semaine ou plus tard sur, par exemple, notre design system chez ADO, comment on fait du C4 modèle, découvrir le Tech Radar, et toujours pareil, nos différentes actions par rapport à ça. Pour le welcomer, comme on vous le disait, alors c'est l'effet démo, c'est pas grave, je change.
Je vais prendre celui-ci. Tac. Pour le welcomer, on a aussi des actions. Donc, comme on disait, ne pas oublier de créer les LDAP, etc. Ne pas oublier le premier jour de vérifier qu'on a bien donné accès aux différents outils dont il y aura besoin, les mailing lists, Jira, etc. Et toujours pareil, sur le même principe, on va venir pousser des rituels à mettre en fin de première semaine et pourquoi pas aussi imaginer un rituel après le premier mois pour voir comment ça s'est passé au bout d'un mois, l'onboarding du nouvel arrivant. L'idée derrière ça aussi, c'est qu'un onboarding, ça doit être facile à créer. Donc, on va faire le test en live. Hop, donc je vais créer un onboarding. Voilà. Donc là, je vais m'auto-onboarder. Vous voyez ici, c'était pré-rempli. Bon, je vais devoir changer la date parce que je suis déjà assez vieux chez Leroy Merlin ADO. Alors là, vous m'en voulez pas parce que même si ma mère, elle m'a fait avec une bonne vue, je n'ai pas non plus. Hop, admettons que j'arrive le 21 juin 2025, je ne suis pas bon. On est déjà en 2026. Le temps file à une vitesse, mes amis. Voilà, excusez-moi. Hop, et donc là, comme je disais, il y a des templates qui vont être proposés par mon poste. Donc là, comme je suis développeur advocate, on va me proposer le template de software engineering. Et dedans, je vais retrouver exactement les mêmes contenus qu'on a vus. Donc là, sur la partie développeur, j'ai cette partie-là. La partie semaine 1, j'ai cette partie-là. Les mêmes tâches du welcomer. Ce qui va surtout être intéressant, c'est que je peux venir enrichir mon onboarding, comme on vous disait. Donc là, hop, sur le planning, donc là, pour le welcomer, si je veux m'ajouter des tâches, mais c'est plutôt l'onboarder, je peux rajouter des nouveaux médias que je voudrais suivre sur cette timeline, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les différents liens ici. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux aller contacter, donc toujours moi-même, avec cette fois-ci le job de clown, parce que j'ai la schizophrénie, donc je m'ajoute, et puis donc j'irai moi-même me contacter dans mon onboarding pour pouvoir partager. Et donc là, si j'estime, moi, en tant que welcomer, c'est important d'aller discuter avec des équipes transverses sur une thématique, je peux venir rajouter ces contacts et la personne pourra faire le boulot. Mais j'ai aussi la possibilité de pousser des liens d'équipe, donc des documentations plus particulières d'équipe sur Confluence ou des process qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec notre outil d'onboarding. Et après, on a une preview qui fait le récapitulatif, mais je ne vais pas vous le montrer. On va retourner sur la presse. Bon, du coup, ça, c'était cool, mais ça fait 2 ans qu'on a créé la plateforme, on l'a améliorée dans le temps, et puis tous les anciens, ils sont arrivés, ils ont dit mais attendez, nous, on a souffert à la dure, on n'a pas eu d'onboarding, c'est vachement cool, votre truc, et nous, on ne pourrait pas en bénéficier aussi ?» Parce qu'en fait, il faut savoir que 80% des gens qui suivent un onboarding reviennent régulièrement sur le DevHub pour apprendre des nouvelles choses, parce que forcément, le contenu va évoluer, et même les processus d'onboarding peuvent évoluer en fonction des produits. Du coup, la prochaine feature qu'on veut travailler, c'est une notion de training. Donc, c'est être capable de pouvoir suivre, encore une fois, des onboardings en toute autonomie. Je reprends mon exemple avec Kobe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut pouvoir favoriser et mettre un peu mieux en avant sur notre plateforme la possibilité de pouvoir refaire un training sur Kobe ou faire un training sur la partie CI ou sur la partie CD ou sur un produit que je n'aurais pas eu à travailler sur ma première année, mais au bout de 6 mois ou 1 an ou 2 ans chez ADO, j'ai changé d'équipe et je dois monter en compétences ailleurs, c'est à ça que va servir notre plateforme de trainings. Et du coup, c'est tout pour moi. Et puis, je repasse la parole à Julien pour nous parler de comment on récupère des feedbacks. Merci Thomas pour la démo. Donc, en effet, autre partie qui est super importante pour nous, c'est ça. C'est comment récupérer des feedbacks du terrain. Forcément, l'objectif, c'est pas de récupérer des feedbacks uniquement. Le but, c'est clairement d'améliorer les produits. Donc, comment on fait ça? On va passer par ce qu'on appelle des campagnes de feedback. On en fait donc 2 par an, 1 par semestre. Et comment ça se fonctionne? On va demander finalement à l'ensemble des développeurs du groupe de donner leur avis sur les outils qu'ils utilisent dans leur quotidien. Pour ça, encore une fois, on va passer par le DevHub. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit rapide et efficace pour les devs. Globalement, grâce à ces campagnes de feedback, on arrive à récolter en moins de 20 minutes à peu près 40 feedbacks sur les outils principaux qui les intéressent. Et on voit que le DevHub va aussi nous aider à analyser ces résultats, à pouvoir les communiquer et à pouvoir prioriser avec les product owners des différents outils ces retours-là. Alors là, ce que vous voyez, c'est un écran d'un produit pris au hasard, complètement ServiceNow. Sur celui-là, on se rend compte que on a 2 éléments intéressants à highlighter.
Ce qu'on appelle les guided feedback, c'est ce que vous voyez là, le tout complexe et doesn't fit my need. Donc c'est comment on va aider les développeurs à pouvoir saisir plus rapidement certains retours et surtout pour nous aussi, faciliter la partie analyse de tout ça. L'autre partie qui est intéressante, c'est la partie qui est en bas. C'est ce qu'on appelle les upvotes. Ça nous permet de mettre en avant des features qui vont arriver dans le produit peut-être prochainement, en tout cas que le PO aimerait bien pouvoir aller demander, est-ce que tu serais intéressé si on mettait en place cette feature-là ou pas. Ils en profitent donc du coup durant la campagne de feedback pour récolter ce type d'éléments. Alors en termes de stats, ça donne quoi ces campagnes? La dernière campagne, elle a eu lieu au mois d'avril, donc pendant 3 semaines, et on a donc récolté plus de 10 000 feedbacks produits en 3 semaines. Donc c'est plutôt sympa, hein, on arrive grâce à ça à avoir une mine d'informations qui est très intéressante et qu'on peut aller donc travailler avec les product owners. Et peut-être plus intéressant encore, tu peux passer après, vas-y, excuse. Hop. Plus intéressant encore, c'est qu'on va essayer d'aller mesurer les journées. Mesurer les outils, c'est bien, mais la somme de bons outils ne crée pas forcément une bonne expérience. Je m'explique. Quand on parle d'une user journée, donc c'est ce que vous voyez là sur la partie en bas, donc c'est ce qui vient aussi du travail qu'on fait avec les UX designers. On prend la journée de développeur, on la divise donc en 5 grandes étapes, initialize, code, ainsi de suite. Et on va essayer de mesurer finalement, on va demander au développeur comment toi tu ressens cette partie-là. Est-ce que finalement l'initialisation elle est compliquée ou non pour toi? Et on se rend compte que finalement, le fait qu'il y ait par exemple beaucoup d'outils, ou que le fait que les outils ne soient pas suffisamment maillés ou autre, ça peut avoir un vrai impact, même si vos outils individuellement sont bons tous. On va mesurer clairement 2 indicateurs clés dans ces campagnes, ce qu'on appelle la CSAT, donc Customer Satisfaction, et l'Irritation Ratio. C'est tout simple, hein, on fait voter les personnes de 1 à 5 sur chacun des produits. Ceux qui ont voté 4 ou 5 seront donc les personnes qui sont satisfaites du produit. Donc le pourcentage de CSAT, on va le mesurer à partir de là. Notre objectif, côté ADO, vous le voyez, c'est d'arriver à une CSAT de 70 points. A contrario, de l'autre côté, vous avez donc l'irritation ratio. Celui-ci, ce sont donc les personnes qui ont voté 1 ou 2. Clairement, c'est des personnes qui ont des problèmes sur le produit. C'est des irritants pour eux, c'est sûrement un produit qui leur fait perdre du temps dans leur quotidien. Idem, ce qu'on va essayer de chercher à aller atteindre, c'est une stat qui est inférieure à 10% de irritation ratio. Et au milieu, finalement, vous avez les neutres, des personnes qui sont ni contentes ni mécontentes. Donc, il faut avoir en tête que pour eux, on va essayer de les amener progressivement vers le vert. Yep. Merci Julien. Et puis, deuxième démo. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les résultats d'une campagne de feedback. Hop. Donc là, c'est notre dernière campagne qu'on a fait au mois d'avril 2026. Donc dessus, on voit directement les résultats. Donc, comme disait Julien, je suis capable d'avoir un graphique qui va me permettre d'analyser les résultats par CSAT ou par score d'irritant. Ici, on va commencer par la CSAT. Et nous, ce qui est très utile en tant qu'advocate pour pouvoir identifier les produits sur lesquels on doit accompagner à améliorer le parcours des développeurs, c'est par exemple, si je vais ici, hop, je me rends compte que GitHub, avec 94% de CSAT et un score d'irritant de 1%, bon, si je veux avoir la vie facile en tant que développeur advocate, je vais faire quelques petites optimes sur GitHub et puis je suis tranquille. À la fin, je vais voir mon manager et puis je lui dis, t'as vu, j'ai fait améliorer la CSAT de GitHub de 94% à 95%. Ça n'aura pas servi à grand-chose. Là où on va plutôt aller travailler, ça va être sur des produits qui vont se situer plutôt dans la partie où on a eu beaucoup de votes, mais très peu de satisfaction. Donc là, par exemple, Confluence, l'outil qui nous sert de documentation, on sait que la CSAT est de 30%, un score d'irritant de 34%. C'est peut-être là où moi, en tant qu'advocate, je vais aller travailler dessus. Après, on a une autre partie, les gens où on a très peu de votants, mais une satisfaction qui est élevée, c'est des produits qu'on va mettre un peu de côté. Et sur des produits où on a très peu de satisfaction et on a aussi très peu de votes, on va pouvoir aller creuser. Là, par exemple, on a la mock plateforme chez ADO. On voit que la CSAT est de 30%. Et en fait, là, sur le graphique, on ne voit pas bien parce qu'il faudrait que je scrolle, mais on a beaucoup de monde qui n'utilise pas la mock plateforme. Et donc, nous, en tant qu'advocate, on va pouvoir aider les équipes à aller travailler l'adoption autour du produit. Et on a la même chose pour la partie irritation ratio. Hop, la map, elle change.
Donc là, on va reprendre notre exemple de produit, hop, ici. Donc on va aller sur le produit préféré de tout le monde dans la salle, qui est ServiceNow. Et donc pour vous montrer les feedbacks guidés, donc là on voit bien les feedbacks guidés, je vois que j'ai 71 personnes qui ont dit que le produit était trop complexe, il y en a 40 à peu près qui m'ont dit que c'était difficile à apprendre, mais ce qui est surtout intéressant sur notre fonctionnalité de pouvoir pousser des upvotes, c'est que là, parmi tout ce qui était proposé, donc je vais scroller un peu, pardon, là j'ai 38 votes, 37 votes, 36 votes, donc si je dois aller travailler avec les équipes de ServiceNow pour améliorer l'expérience des développeurs, je vais plutôt prioriser ceux-ci, même si les autres, voilà, on a quand même 28 ou 26 votes, mais ceux-là, on a quand même une fois et demie en plus, donc c'est là-dessus qu'on va les prioriser. Donc ça va aussi aider les PO à pouvoir animer leur roadmap pour faire de l'amélioration continue de leurs produits. Hop. Et on retourne sur la presse. Bon, du coup, suite à cette campagne de feedback, on a plein de stats, on a le score de CSAT, on a le score d'irritant. En tant qu'advocate, on sait comment on peut améliorer, mais comment on fait pour supporter l'expérience développeur sur des nouveaux outils ou sur des outils qu'on veut améliorer? Ça, c'est plutôt simple, et là, c'est là où moi, j'adore ressortir mon costume d'archéologue, parce que c'est un peu de l'archéologie qu'on va faire. C'est là, on va sur le terrain, et on va aller auprès des développeurs sur une thématique, et on va leur demander, en fait, comment vous utilisez les outils au quotidien? C'est quoi vos pénibilités? C'est quoi aussi les forces de l'outil? Qu'est-ce qui vous permet de faire gagner? Parce que c'est bien d'avoir du feedback qui permet, on va dire, peut-être un peu plus négatif, mais le feedback positif est aussi important pour se conforter sur des choix qu'on a pu faire. Donc là, on y va. Après, l'autre partie marrante aussi, c'est que quand on fait un nouveau produit ou une nouvelle feature, donc là c'est pareil, j'ai toujours mon costume d'archéologue, par contre je vais m'amuser à tout casser. Parce que je reste quand même un développeur avant d'être un développeur advocate, et j'adore moi tout casser pour voir si ça répond bien à ce qu'on demande. En fait non, l'idée c'est pas de casser, mais c'est de surtout vérifier que la feature qu'on avait promise auprès des utilisateurs, elle fait bien le travail qu'on va vendre une fois qu'elle sera implémentée ou que le nouveau produit sera implémenté. Des fois, ça peut arriver, parce qu'on peut tous être surchargés sur sa roadmap. On avait prévu plein de features, toutes les features ne sont pas sorties. Et c'est pas grave, l'idée c'est aussi d'être transparent au niveau de l'advocacy et au niveau du produit, de dire voilà, on vous avait promis autant de features, on en avait promis 5, on n'en a fait que 4. Ces 4-là sont faites, et ces 4-là respectent bien le contrat qu'on avait passé avec nos développeurs. Pour donner un exemple concret de comment ça peut se passer, là actuellement chez ADO, on utilisait Vault comme un secret manager, on veut basculer sur OpenBAO. Donc moi, mon rôle d'advocate là-dessus, c'était d'identifier les usages qu'on avait de Vault au niveau de la population de développeurs sur plein de stacks techniques différentes et sur des profils divers et variés, et d'essayer de comprendre leurs besoins et de tester et de vérifier qu'on allait être compatible avec OpenBAO en changeant le moins possible et en ayant le moins d'irritants. Et ça a été plutôt une réussite, c'est le cas, on était très confiants sur la migration qu'on est en train de proposer chez ADO. Et tout ça, il y a aussi, donc là, dans le cadre d'un nouvel outil, ne pas oublier d'expliquer pourquoi on le crée. Comme vous avez vu, on a déjà plus de 100 outils qui sont disponibles, donc si on en rajoute un, 101, 102, ça commence à peut-être faire beaucoup, déjà 100, c'est peut-être déjà pas mal. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à expliquer dedans. Donc, quel problème on va résoudre avec ce nouvel outil? Et si, par exemple, c'était un ancien outil et qu'on doit en créer un nouveau, d'expliquer pourquoi on migre, parce que ça peut être des problématiques de coût, etc. Donc, il faut vraiment être transparent là-dessus. Bien évidemment, pensez toujours, avant que ce nouvel outil sort ou cette nouvelle feature sort, à créer le contenu d'onboarding dans le DevHub. Et bien sûr, communiquer de façon itérative auprès des développeurs, parce que c'est souvent, dans les entreprises, on dit la feature elle va sortir dans l'année, mais dans l'année c'est court. Est-ce que c'est au premier trimestre, au second trimestre? Donc il y a aussi ce boulot de communication auprès du terrain, de réassurer, si même des fois la livraison peut prendre du retard, d'essayer d'expliquer pourquoi. La DevEx, ce n'est pas aussi non plus que le support des nouveaux outils, l'onboarding, etc. C'est comme on avait vu sur notre sommaire, ça peut être aussi l'optimisation des environnements locaux. Si vous voulez en savoir plus, il fallait venir ce matin me voir parce que j'en ai parlé. Mais sinon, il y a déjà un replay de la DevOps qui est disponible. Donc je vous invite à aller regarder. Je ne vais pas vous faire l'affront de recommencer ma presse de ce matin. Okay, et maintenant, Julien, c'est pour toi. Et du coup, maintenant, la question qu'on s'est posée l'année dernière, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Finalement, on vous a montré déjà pas mal d'activités, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on pourrait aller travailler pour améliorer la dev expérience? Pour nous, oui, il y a des choses, et on va rentrer déjà dans un premier sujet qui est, pour nous, dans la DevEx, c'est notre devoir d'aussi accompagner l'évolution du job de développeur. Quand on dit accompagner,
naturellement, on va penser à quelque chose qui est très en cours en ce moment, autour de la partie IA. Donc, notre boulot dans l'équipe, c'est de s'assurer qu'on accompagne et on supporte la stratégie AI Augmented Developer du groupe ADO. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? L'année dernière, on a par exemple commencé à monter des événements qu'on appelle Summer of LLM, qui ont permis à près de 700 ingénieurs de permettre de commencer à découvrir l'IA pour certains, ou d'aller plus loin pour d'autres. Première réussite. Juste après ça, on a monté notre communauté AI for Dev, qui est clairement la communauté la plus active de notre Slack au jour d'aujourd'hui, et de très loin. Idem, avec près de plus de 1000 à 1200 personnes qui sont dessus. Au mois de février, on a créé une communauté d'AI Engineering Champions. C'est une quarantaine de personnes qui sont réparties à travers l'ensemble du groupe ADO, qui sont aussi pour certaines dans nos business units à l'étranger, avec qui on va travailler sur partager des initiatives locales, partager de l'expertise et aussi commencer à finalement diffuser et structurer la manière dont on veut gérer de l'IA chez ADO. Donc, ce qu'on va essayer de faire avancer sur le prochain trimestre, par exemple, il y a ce qu'on appelle un AI Hub. Vous l'avez vu, ça ressemble clairement à un logo du DevHub. Oui, on va essayer d'utiliser le DevHub comme source de vérité pour tout ce qui est training IA directement. Et enfin, on essaiera de remonter sur l'été un deuxième Summer of LLM. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce type d'événement en live, c'est important aussi pour une communauté de dev. Donc ça, le fait de pouvoir partager directement et pas uniquement via du self-learning, on veut vraiment travailler sur un modèle hybride au sein de notre communauté. Alors, quand on regarde un peu la littérature, on se rend compte que la dev expérience, ce n'est pas uniquement du tooling et ce n'est pas uniquement des sujets techniques. Et ça, on y croit aussi beaucoup. Donc cette année, ce qu'on va essayer de faire d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir mesurer d'autres indicateurs. Par exemple, ce qu'on appelle le flow state ou le deep work. Est-ce que nos développeurs ont un temps de travail pour se concentrer suffisant ou est-ce qu'ils sont systématiquement interrompus dans leurs tâches? Ou encore, des sujets autour de la partie cross-team collaboration et work organization. Est-ce qu'en effet, la dev expérience peut pas être impactée par l'organisation des équipes elles-mêmes? Ça, ce sont des sujets qu'on a envie déjà de pouvoir mesurer auprès de tous nos développeurs. Et on va en créer un nouvel index qui s'appelle le Developer Experience Index, qui reprendra en partie des éléments de la CSAT, qui reprendra des éléments que vous avez donc ici, pour pouvoir mesurer pour chacune des équipes où est-ce qu'elle en est, et aussi pouvoir, bien entendu, prendre des plans d'action et identifier des plans d'action intéressants en lien avec ça. Cet indicateur, on essaiera de le suivre, un peu comme pour la CSAT, tous les 6 mois, pour voir un peu la progression. Donc vous l'aurez compris, on vous l'a pas mal montré dans cette presse, ce DevHub, pour nous, il est devenu assez central dans l'animation de la dev expérience, avec des features autour de l'onboarding, des campagnes de feedback, des guidelines, des communautés tech, mais aussi tout ce qui est replay de nos events. Donc tous les events qui sont faits dans ADO sont automatiquement ensuite repositionnés dans la médiathèque interne. Donc vraiment, ce point central qu'on essaye de faire grandir et de ramener un maximum de personnes dessus au fur et à mesure. Alors pour finir, je voulais revenir sur ce slide-ci. Donc on vous a présenté différentes activités qu'on réalise déjà, d'autres qui sont à venir, d'autres qui sont encore à consolider. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on vous a parlé pour les développeurs. Mais finalement, quelqu'un qui travaille sur de la quality, quelqu'un qui travaille sur de la data, qui travaille sur de l'ops, il a exactement les mêmes problèmes. Donc pourquoi finalement parler uniquement à une équipe de développeurs expérience? Clairement, chez ADO, l'année dernière, on a pris le parti de changer ça, de passer de développeur expérience à ingénieur expérience, avec clairement 2 chantiers majeurs. Au niveau de mon équipe, directement, l'intégration de nouvelles personnes qui sont avec une expertise data, avec une expertise ops plus importante, qui vont donc pouvoir accompagner ces populations-là aussi. Et ce fameux DevHub, qu'on a donc créé pour les développeurs d'origine, il est devenu multi-univers. À présent, on a donc un DevHub qui est avec des espaces spécialisés par population, donc avec un espace quality, avec un espace dédié à la data, ainsi de suite.
Du coup, s'il fallait aussi un peu résumer les 2 messages qu'on avait à retenir aujourd'hui, c'est que l'expérience ingénieur, comme on vous l'a dit pour cette transition, c'est un travail de fond et c'est une stratégie sur le long terme qui demande du temps, qui demande d'accepter des échecs et qui demande de recommencer continuellement. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir une bonne idée, mais l'idée, même si elle est bonne et elle est très bonne et que vous voulez convaincre, ça ne peut pas forcément fonctionner dans toutes les organisations. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est notre propre retour d'expérience, ce sont les billes qu'on a mis en place chez ADO. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans votre entreprise, ça ne veut pas dire que ça marchera tel quel dans votre entreprise. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'essayer de la mettre en place et de rebondir sur vos échecs pour continuer à améliorer, parce que vos ingénieurs vous remercieront de faire tout ce boulot-là. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés, et si vous avez des questions, c'est le moment.